Éric, la parole est à vous. Merci Sébastien. Merci aux gens qui ont pris la peine par un samedi, d'ailleurs magnifique à l'extérieur, de venir parler de choses par ailleurs essentielles et qui justifient qu'on prenne ce temps-là. On remarquera sans surprise des présentations, en tout cas, excusez-moi, des similitudes entre ma présentation et celle de Gilles Labelle. Je ne m'en excuserai pas, dans la mesure où, comme disait Michel Freytag, le problème avec les choses qui sont vraies, c'est qu'il faut les répéter souvent. Et donc, au risque de me répéter, je vais vous parler, en fait, j'ai intitulé ça « Le lieu du sens ». Je vais commencer en citant Jean-François Mattei, qui disait « Nous sommes en train de perdre la bataille du sens ». Perdre la bataille du sens au détriment de qui? Pour le dire bêtement, dont les technocrates. Un matin, Guy Demers s'est réveillé, on lui avait demandé de rendre l'école utile. Il s'est dit, bon, si l'école doit être utile, il faut bien qu'elle corresponde à quelque chose dans le réel. Il a regardé par la fenêtre, il a vu une industrie et il s'est dit, ça y est, c'est ça le réel, c'est l'industrie à l'extérieur et par extension, le système auto-expansif de l'économie et de la technique, c'est à ça qu'il faut raccrocher l'école, puisque c'est ça le réel. Petit problème, il y avait un caillou dans le soulier qui s'appelle la formation générale et qui ralentissait la production rapide de techniciens robotisés, lobotomisés. Donc, il fallait enlever ce caillou qui s'appelle la formation générale. Et, évidemment, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, on a dit, en s'appuyant sur des sondages extrêmement douteux datant d'il y a 20 ans, que les étudiants, ma collègue en a parlé ce matin, ne trouveraient pas de sens dans les cours de la formation générale, alors que les cours techniques, eux, feraient beaucoup de sens, puisqu'ils ont une application immédiate dans l'environnement technico-économique, mais les cours de philo qui donnent mal à la tête, les cours de littérature, ces cours-là, on n'y verrait pas le sens. Alors, le sens ici, c'est renversé, et c'est à ce renversement du lieu du sens que je veux m'intéresser. Le sens ne serait plus dans un monde commun, antérieur, condensé dans des disciplines qui me précèdent et à la hauteur desquelles il faudrait que je sois élevé, ce qui exigerait que je sorte un peu de moi pour y arriver. Au contraire, c'est l'offre de cours qui devrait se plier à mon petit moi, nouveau point de départ pour penser l'école. Et comme il y a autant de points de départ qu'il y a d'individus, il en découle que l'ancienne formation universelle ou synthétique devrait être remplacée par une formation à la carte, épousant les idiosyncrasies de chaque particulier accidentel. De toute façon, comme le disent les directions d'école, et je l'ai entendu, nos étudiants sont tellement plus en avance que nous au plan technologique ou de la mobilité que ce serait désormais à nous de les écouter pour apprendre d'eux. Bon, il y a ici deux conceptions, je dirais, de l'éducation. Une opposition qui est un peu vieille comme le monde, ou en tout cas vieille comme la philosophie, puisque Platon, déjà dans son temps, opposait une éducation qui était faite d'une recherche modeste de la vérité par une sortie de soi et une élévation vers le bien et la justice, à une autre conception, celle qu'il attribuait à la sophistique, qui était simplement une accumulation de savoir-faire permettant de briller parmi les meilleurs dans la sphère du pouvoir ou de l'argent, donc de faire carrière. Autrement dit, aujourd'hui, ce n'est que le triomphe de l'éducation sophistique et on réduit le sens à cette éducation instrumentale en occultant le fait que le réel ne se réduit pas à une simple intégration dans la structure de l'économie, comme le disait ce matin Gilles Gagne. Ce renversement du lieu du sens qui passe de la culture à l'individu pourrait nous apparaître comme une chose banale, alors qu'à mon avis, il s'agit d'une chose extrêmement grave. Adorno et Horkheimer nous disaient, dans la dialectique de la raison, dans chaque lamentation se tient le monde entier. Et donc, la plus petite chose, comme ce renversement du lieu du sens, m'apparaît révéler au fond, dans le microcosme de l'éducation, un indice de la mutation plus grave qui se déroule dans le macrocosme de la société. Mutation générale de la société qui peut bien sûr nous apparaître intéressante parce qu'elle prétend placer l'étudiant au cœur du système, la liberté de l'individu en avant, et etc. Ça peut apparaître sympathique. Mais en pratique, cette liberté se transforme vite en injonction indiscutable à s'adapter, pour l'individu comme pour l'école, à ce qu'on appelle les besoins de la société. Or, les besoins de la société, si on sait décrypter le nouveau langage, la nouvelle love langue managériale, ça veut dire les besoins de l'économie.
Par exemple, cette semaine au Japon, on pouvait lire que les facultés de sciences humaines, le ministre de l'Éducation a demandé à ce qu'on les ferme parce qu'elles ne seraient pas utiles aux besoins de la société. Okay? Donc, c'est-à-dire l'économie capitaliste globalisée, encore une fois, si on sait lire entre les lignes. Cette réduction vulgaire de l'éducation à l'utilité économique fait désormais de la sphère des échanges et de la danse des marchandises l'unique lieu du sens, faisant l'erreur de prendre la partie pour le tout, c'est-à-dire de prendre le sous-système de la production comme s'il s'agissait de toute la signification de la vie et de la société. Sous-système de la production, d'ailleurs, qui, dans notre système capitaliste, ne sert plus les besoins concrets des gens, mais simplement l'accumulation de la valeur abstraite, avec comme corollaire le viol commercial de la nature. Platon, je l'ai dit, pensait que l'éducation visait précisément à libérer les prisonniers des apparences qu'ils prenaient à tort pour le réel, afin qu'ils s'élèvent à travers l'usage de la raison jusqu'à un savoir du bien susceptible d'informer au sens de mettre en forme en retour leur mode de vie dans le sens de la justice et du bien. Cessez de vous préoccuper uniquement de pouvoir, d'argent, d'honneur et de réputation, alors que vous n'avez même pas réfléchi à ce qui est juste et bien pour l'âme comme pour la cité, s'époumonnait ce cher Socrate. Or, aujourd'hui, on dit exactement l'inverse. Ne vous préoccupez que d'économie, ce sera là votre éducation. Hegel, vous voyez les parallèles avec Gilles Labelle, Hegel, on ne s'est pas parlé pourtant, mais c'est une communauté d'esprit. Hegel pensait que le passage de l'individu à travers la culture et l'éducation, la Bildung, montrerait à l'individu le sujet abstrait du droit, qu'il se mettait le doigt dans l'œil jusqu'au coude s'il pensait se suffire à lui-même. Et plus encore, s'il pensait que les échanges économiques, les contrats, la justice, la société civile suffiraient à faire une société. Société qui ne peut pas tenir ensemble sans l'existence de ce qu'Hegel appelle un état éthique. Bref, une société comprise non seulement comme une totalité, mais une totalité animée par une idée du bien commun. Dans les deux cas, c'est en m'arrachant au solipsisme du moi, en médiatisant la vie que je suis à travers le sens que me procure la culture et les plus hautes productions de l'esprit, que je peux vivre ma vie et mes besoins d'une manière autre que celle des bêtes, des tyrans ou des carriéristes qui ont toujours eu comme principale caractéristique de ramper verticalement. Or, le rapport de Mers affirme l'inverse. Il faut à tout prix éviter de contraindre l'individu à sortir du cocon douillet de son propre petit intérêt et réorganiser toute l'affaire de l'éducation autour du dit intérêt, sachant par ailleurs qu'on a martelé à l'étudiant en question que cet intérêt était de se trouver un emploi payant, point barre, et que c'était là la seule définition de la vie bonne. Se surprendra-t-on ensuite que celui-ci croit savoir ce qui est bon pour lui et qu'il demande avant tout des stages en entreprise? Et surtout, voit-on à quel point nous trahissons par là la jeunesse en la confortant dans cet aveuglement. La logique de l'éducation socratique comme arrachement à l'immédiateté des faux savoirs se trouve donc renversée, gloire aux faux savoirs pourrait-on dire, puisque la prétention de celui qui croit savoir, parce qu'il a compris, c'est pas très difficile à comprendre, qu'on peut faire un lien entre l'égoïsme et la réussite dans le monde de l'emploi, et que ce petit bout de réalité misérable, la caverne des échanges économiques où circulent les ombres des signes de la valeur abstraite, nous est présenté maintenant comme la totalité de la réalité. Bienvenue dans le désert du réel, aurait pu dire Slavoj Žižek. Enfermez-vous dans le monde des apparences, puisqu'au fond, il suffit de rabouter le désir d'être employé, l'école, le besoin des industries, et ceci tiendra lieu de chaîne d'équivalence à la place, en lieu et place de l'ancien sens. Nous voici donc dans un monde unidimensionnel qui détruit du reste le langage et l'ancienne culture pour mettre en lieu et place un langage et des savoirs purement opérationnels. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai dit, novlangue orwellienne, le mot « sens » dans la bouche de Demers n'a plus le même sens que l'ancien mot « sens », ni le mot « excellence », créneau d'excellence, briller parmi les meilleurs, monde en constant changement, 21e siècle. Je dis aux étudiants, méfiez-vous quand vous entendez 21e siècle, État du 21e siècle, école du 21e siècle, dangereux, mauvais signe. Faites attention. Donc, les mots n'ont plus le même sens, la culture n'a plus le même sens, et nous nommons donc par ces mots excellence, etc., ce que jadis, dans un monde décent, on aurait appelé appât du gain, médiocrité, opportunisme marchand, petitesse et étroitesse d'esprit. Et c'est ce modèle obtus que nous avons l'arrogance de présenter à la jeunesse en feignant de se soucier d'elle. L'école aurait maintenant pour rôle de former un sujet entrepreneur de lui-même, le moi Inc., en lui faisant intérioriser ce que Pierre Dardot et Christian Laval appellent la nouvelle raison du monde, c'est-à-dire la rationalité néolibérale de Hayek. Suivant cette rationalité, le sujet ne doit rien savoir, il n'a pas besoin de rien savoir. Il doit seulement avoir l'habilité minimale, c'est-à-dire des compétences, recyclables d'ailleurs, donc l'habilité minimale de traiter des signaux d'information pour s'adapter et prendre des décisions stratégiques suivant les fluctuations du marché en constant changement, dont il faut épouser la vague, marché qui est un lieu proprement cybernétique dans lequel nous avons déposé la faculté de juger et de penser à notre place.
Bref, la raison ne serait plus dans la tête des sujets, ni dans la culture, ni dans le souverain bien, ni dans l'histoire. Elle serait dans le marché. Et le savoir serait dans la communication circulante et les informations qui lubrifient ce soi-disant marché, ou en tout cas les organisations et les corporations qui tirent les ficelles. Le mot d'ordre de l'école Inc. ou du Cégep Inc., au fond, ce qu'on décrit là, c'est transversal à tout le réseau scolaire. Donc, le mot d'ordre pour l'école Inc. sera « abolissez tout ce qui n'est pas utile à l'économie, fermez des facultés ou reconvertissez-les, kill the humanities, tuez les sciences humaines, à moins qu'elles puissent trouver une manière de se montrer aussi utile que la technoscience, l'ingénierie, le management ou la communication ». Notre époque illustre malheureusement à merveille l'ouvrage « Lanceur d'alerte » de Michel Freytag, publié en 1995, intitulé « Le naufrage de l'université », et que je vous enjoins de lire, qui aurait pu s'intituler « Le naufrage de l'éducation », ouvrage où Freytag décrivait des écoles qui passaient d'un statut d'institution à celui d'organisation branchée sur le système de la technico-économie. Prémonitoire ou sinon très lucide. On sait que dans ce genre d'assaut contre les institutions de la pensée, la philosophie, la littérature, les arts sont les premières victimes de la guerre parce qu'elles sont évidemment inutiles. On sait moins, par contre, que les mathématiques et les sciences fondamentales et toute forme de raisonnement ou de conceptualisation abstraite passera dans le même tordeur. Si vous lisez bien le rapport de Merce, les mathématiques sont aussi menacées parce que ça s'éloigne trop du réel parfois et ça ralentit la production de techniciens diplômés, par exemple en aéronautique ou dans d'autres domaines. Trop éloigné du réel, donc nécessairement mauvais. Autant de sable dans l'engrenage qui ralentit la production rapide des techniciens livrables. Puisque l'école de la culture est toujours trop décalée ou trop en retard, dès lors que la nouvelle priorité devient de la placer à la remorque de l'automouvement du réel économique, qui est devenu, semble-t-il, le nouveau lieu de l'homme, ce qui aurait de quoi, disons-le, attrister Fernand Dumont. Encore une fois, des rappels. Pierre Vadeboncoeur, pour sa part, disait que le trait caractéristique de la postmodernité, c'est que les choses vont y exister sans médiation, sans se rapporter à autre chose qu'à soi. Nous avons ici désormais une économie qui ne se rapporte qu'à soi, des étudiants à qui on dit de ne se rapporter qu'à soi, et quant à la médiation de la culture qui devait faire le lien entre les deux, elle ne peut que s'évanouir. Pierre Vadeboncoeur disait que ceci allait mener à une humanité improvisée, déracinée et égarée. Ceci dit, même d'un point de vue utilitaire, ce que nous sommes en train de faire est suicidaire. En effet, la farce qui se cache derrière cette stratégie, le grand mensonge dans tout cela, est que l'on prétend que si l'école accepte de supprimer la formation générale, de s'enfermer à double tour dans la réalité appauvrie du tout à l'économie, elle va assurer à tous des emplois, la tranquillité d'esprit, la sécurité. Quel mensonge alors que le capitalisme est en crise structurelle, que la reprise est famélique, marquée par une croissance sans emploi et que le taux de chômage des jeunes atteigne des records historiques en Europe. Signe que la grande dévalorisation, le grand essoufflement du capitalisme dont parlent les théoriciens critiques de la valeur comme Lohoff et Trinkler dans l'ouvrage « La grande dévalorisation », signifie au fond aussi une crise profonde de l'emploi. On forme des gens à l'emploi, mais il n'y a plus d'emploi. Bon. Donc, qui aurait cru que l'économie du savoir voulait dire former des gens sans savoir et sans place dans l'économie? Des gens qui, en plus d'être ignorants, seront superflus puisque la valorisation du capital pourra se passer d'eux. Que reste-t-il alors de la formidable liberté de choix de l'étudiant consommateur, sinon que de s'adapter au final au job qu'on voudra bien lui donner, même s'il s'agit d'un petit boulot pour lequel il sera surqualifié dans le secteur des services ou pire encore, une job dans le Nord, au service de l'extractivisme. La liberté apparente du sujet a ainsi comme son envers cauchemardesque, sa totale impuissance à l'égard d'un monde emballé, accéléré, fonctionnant sur le pilote automatique. L'objectivité de ce monde lui faisant face comme une contrainte implacable, l'enfermement dans ce dispositif technique que Heidegger appelait Gestell. Le bon sens voudrait que nous cherchions par tous les moyens à nous sortir de là. Au contraire, c'est la fuite en avant et on appelle l'école à contribuer à cet enfermement. Je l'ai dit, Platon pensait que l'âme devait être tirée de son bourbier barbare pour accéder hors d'elle-même à ce qu'il y a en haut, la lumière du bien. C'est une citation de Jean-François Mattei. Pour Platon, les forces chaotiques qui sont au fond de notre âme devaient être domptées par une intelligence gouvernante qui aurait su reconnaître le sens du bon ordre du cosmos et qui saurait maîtriser sa partie pulsionnelle pour être en harmonie avec le monde. Désormais, nous voulons former des sujets à qui nous disons d'ignorer tout ce qui prétend les dépasser ou réprimer leur expression spontanée, à qui l'on apprend à mépriser ce qui est élevé, donc des sujets aussi prétentieux qu'impuissants, impuissants à se distancer d'abord de cette part pulsionnelle d'eux-mêmes et à se maîtriser, impuissants à se conduire en harmonie avec le reste du cosmos, impuissants à se distancer de l'économie qui les attend la gueule ouverte et des machines qui ont déjà détourné une grande part de leur attention. Des sujets qui auront de la difficulté à reconnaître l'extérieur, c'est-à-dire la culture, la société, bref, l'ancien lieu du sens,
pour lesquels l'extérieur se réduira au ballottement de ce moi autofondé dans le tourbillon de la production-consommation qui nous tient désormais lieu de réel désymbolisé de substitution. Le sujet se trouve ainsi enfermé dans sa propre superficialité ou dans sa pauvreté. C'est ce que Mattei appelle la barbarie intérieure dans l'ouvrage du même nom. Je le cite. Comme si la subjectivité pouvait, par ses seules forces, s'attribuer une essence effective ou objective, fin de la citation, bref, se soulever par ses propres cheveux à la manière du baron Munchausen. Or, je crois qu'on ne peut pas se fabriquer individuellement une essence, et c'est pourquoi la désarticulation du moi et des montages symboliques qui le tiraient vers le haut, vers la grâce, a pour corollaire sa chute, sa pesanteur, pour parler comme Simone Weil, vers le bas, vers la bassesse, ce qui implique une grande régression morale et l'avènement d'une société de plus en plus indécente, incivile, dure et violente. Si rien n'est fait, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut éviter ça. Ceci se manifeste notamment, comme l'a montré Bernard Stiegler, par la déconstruction du désir. Désir qui, par définition, est toujours mis en forme par la culture et qui suppose toujours un certain sens de la limite. Si nous déconstruisons le désir, c'est pour aboutir ou se replier vers le lieu de la pulsion. L'humanité de cette subjectivité se trouve donc réduite à la pulsion, la plus basse, pulsion donc difficile à contenir ou à mettre à distance et qui sera par la suite branchée directement sur l'environnement économique. Branchement du plus de jouir sur la plus-value qui s'en nourrira allègrement. Mais aussi branchement direct sur l'informatique et les machines qui deviennent de plus en plus la réalité première, la réalité de substitution qui remplace l'ancien monde culturel symbolique, politico-institutionnel ou naturel et sensible, comme on l'a dit. C'est ce qui explique en partie pourquoi désormais, lorsqu'un élève a de la difficulté à lire, comprendre des concepts abstraits ou écrire, la prétendue solution sera de le brancher sur une machine qui le fera à sa place, le transformant ainsi en assisté mental. Je vous rappelle que c'est à cette même subjectivité creuse que l'on demandera par la suite d'exercer un jugement et un choix informé sur ce qu'il est pertinent d'apprendre ou non lors de son parcours éducatif. Or, le vide appelle le vide. La prétendue liberté du sujet autofondé le renvoie en fait à l'enfermement du soi dans le soi, à la vacuité, et se renverse en suggestion totale à l'égard d'une objectivité extérieure réifiée, le soumettant à n'importe quelle instance matérielle susceptible de lui donner un prédicat. Cette instance qui donnera aux sujets vides et sans culture leur contenu, c'est celle d'un monde des moyens branché sur des moyens, un monde que nous avons renoncé à gouverner par des finalités réfléchies et qui est réputé produire le bien automatiquement en s'autorégulant. Or, il suffit de penser à la crise écologique actuelle, il y aurait d'autres exemples, mais celui-là est criant, pour voir quel genre de bien finit par produire cette domination d'un monde automatique et aveugle. L'étudiant laissé à lui-même, voilà une idéologie aussi imprudente que l'économie laissée à elle-même sans le secours de l'intelligence. Une école qui emprisonne les étudiants dans leur moi immédiat est une école qui forme des sujets privés de monde, des victimes parfaites pour un réel forclos abandonné à des systèmes, ce même monde unidimensionnel qui détruit aujourd'hui l'humain, la nature, la culture, l'école et la société. Même les classes dominantes qui pilotent ce processus, si elles pouvaient un instant, on peut rêver, se décoller le nez des cours de la bourse ou de leur carrière, verraient que les destructions qui menacent aujourd'hui la vie retirent absolument tout intérêt aux minces profits à court terme qu'elles promettent par ailleurs à une poignée d'oligarques, ceux qui nous dirigent. Contre cela, il nous faut rappeler que l'être humain ne devient tel que par alliance avec le monde, un monde qui est toujours hors sujet, et qu'il doit apprendre à habiter en se cultivant. Nous devons nous interroger sur le type d'humain dont nous aurons besoin pour vivre avec les problèmes du prochain siècle. Car comme le dit Amin Malouf, le 21e siècle sera sauvé par la culture ou bien il sombrera. Nous n'avons pas besoin d'une école qui fabrique des employés jetables ou des cyborgs post-humains comme ceux dont rêve Google. Nous avons besoin de réactiver la pensée critique et la négativité dont parlait Herbert Marcuse. Mais nous avons aussi besoin de réactiver cet amour de la beauté du monde dont parlaient Arendt et Michel Freytag. Nous avons besoin que se réactive la dialectique de l'histoire pour dépasser cette période d'enfermement économiciste monomaniaque dans un réel bloqué. Ceci exige une remise en question de la rationalité instrumentale et de la pensée calculante qui sont aujourd'hui en train de détruire la civilisation occidentale, comme le montrait déjà la théorie critique de Francfort. Je veux dire qu'on est en train de s'étouffer dans la quantité et qu'on ne pense plus la qualité. Au lieu de chercher à gérer avec toujours plus d'efficience le petit bout de réel, l'économie, qui est en fait une abstraction fétichiste, petit bout qui nous obsède au point de ne plus voir le reste, nous devons montrer que l'être déborde largement l'équilibre d'un budget et que le rôle de l'école n'est pas de former des tableurs Excel bipèdes, mais des gens capables d'habiter le monde, d'en prendre soin et d'en faire l'expérience, et de faire l'expérience de l'être dans sa plénitude. Des gens capables de se tenir dans la brèche entre le passé et le futur, entre l'être et le devoir-être, bref, d'assurer la suite du monde avec décence et générosité. Repenser une nouvelle école pour refaire société par-delà les 10 sociétés néolibérales suppose aussi de repenser ce que veut dire exister au sein d'un monde commun.
Ceci veut dire un questionnement aussi sur d'autres institutions que l'école, par exemple l'État, réduit aujourd'hui au rôle de vassal de la globalisation capitaliste. Nous ne pouvons pas reconstruire l'autonomie de la personne sans reconstruire également son appartenance au commun, ce qui était par exemple le sens de l'éducation républicaine dans ce qu'elle avait de plus noble. Or, c'est une chose très compliquée quand on vit comme nous dans une république inachevée, comme le Québec, qui n'a même pas son indépendance et qu'on appelle de plus en plus du reste à copier l'Ontario et les États-Unis en matière d'éducation et au fond en toute matière. Ces questionnements ne peuvent laisser de côté la question criante de notre époque. Combien de temps pensons-nous sérieusement continuer à vivre dans un système capitaliste qui exploite les humains et détruit le vivant et la planète? Aucune société, aucune république véritable ne sera possible sans souveraineté des peuples sur leur économie. Ces questionnements ne concernent bien sûr pas uniquement le Québec, mais nous lient déjà par le caractère commun de la menace qui nous unit sous son toit à tous les autres peuples et civilisations avec lesquels nous devons entrer en dialogue. Et je termine avec ça. Disons-le clairement et simplement pour finir, une subjectivité et un monde abandonné à l'errance produisent le chaos. Le rôle de l'école n'est pas, comme le déplorait Goethe, d'en venir à méconnaître dans toutes les œuvres humaines ce qui excelle. C'est hélas ce que nous propose le rapport de Mers, le Parti libéral et en général les grands partis oligarchiques qui nous gouvernent et qui ont embrassé le néolibéralisme. Au contraire, le sens de l'école est précisément d'apprendre à puiser dans le génie humain et dans le passé, car où ailleurs pourrons-nous trouver les repères de notre humanité que dans un rapport critique avec le passé? Donc, puiser dans le passé et dans le génie humain pour sauver la possibilité même d'être humain face à la barbarie qui nous menace et qui menace toujours de nous rattraper, puisque, comme le disait Socrate, la méchanceté est un mal qui court plus vite que la mort. Nous ne pouvons plus longtemps fuir la responsabilité que nous avons d'agir avec intelligence et sensibilité pour viser le bien commun et préserver la beauté du monde. C'est ce genre de souci qui animera l'école du futur, sans quoi elle fera naufrage et notre monde avec elle. Merci.